Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce 7e webinaire de deuxièmeavis.fr et ce soir nous accueillons le professeur Philippe Liverneau pour les actualités autour de l'arthrose digitale. Alors, le professeur Liverneau est chirurgien orthopédiste, professeur des universités et PUPH dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il est spécialiste de la chirurgie de la main et du poignet. Il a une réputation internationale qui l'a amené à former un nombre important de collègues français et étrangers. Il participe à des activités d'enseignement, des sociétés savantes et aussi des activités de recherche, notamment sur les prothèses pour lesquelles il a déposé des brevets. Professeur, je vous laisse la main et je reprendrai la main après pour vous poser les questions qui seront posées par nos collègues directement durant votre présentation. C'est à vous et je vous remercie. Bonsoir à tous et merci de laisser la main à un chirurgien de la main. Excellente. C'est quand même pas mal. Le sujet de ce soir, c'est donc la prise en charge de l'arthrose digitale et on va essayer de savoir quels sont les symptômes qui doivent alerter. Et d'emblée, il faut quand même signaler que c'est d'abord et avant tout la douleur. C'est aussi la diminution de force de la main et puis parfois des limitations de mobilité, des raideurs. Quels sont les examens prescrire pour poser le diagnostic? C'est essentiellement la radiographie. Un petit peu la scintigraphie ou l'IRM, mais retenez que c'est surtout en fait la radiographie. Les diagnostics différentiels qui sont d'ailleurs souvent associés à l'arthrose, et c'est important de le savoir. Bon, plus rarement la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique, mais surtout la chondrocalcinose articulaire et la goutte qui est très souvent sous-diagnostiquée. Quel traitement on va pouvoir proposer? D'abord des traitements non pharmacologiques, comme par exemple des orthèses de repos, comme vous le voyez ici, mais aussi de l'ergothérapie et de l'économie articulaire pour éviter de trop solliciter les articulations. Des traitements pharmacologiques, alors on peut donner des traitements chondroprotecteurs, mais aussi des antalgiques en traitement de fond, de palier 1, et parfois des anti-inflammatoires, mais seulement en cas de crise et lorsque, bien sûr, les pathologies concomitantes du patient le permettent. On peut aussi faire des injections intra-articulaires, alors soit d'acide hyaluronique, soit de corticoïdes de retard. Et puis, évidemment, le traitement chirurgical sur lequel on va s'appesantir, puisque c'est, on va dire, le seul moyen vraiment radical de faire disparaître l'arthrose localement. On va voir les recommandations officielles récentes de essentiellement la Société française de chirurgie de la main. Et donc, l'objectif, c'est comment le médecin généraliste peut accompagner son patient. Alors, la prise en charge de l'arthrose, on va voir surtout par localisation arthrosique. On va faire un petit peu une introduction. On va voir l'arthrose trapézométacarpienne, c'est celle qu'on appelle improprement rhizarthrose. Rhizarthrose veut dire arthrose des racines. Alors, l'épaule, finalement, c'est une rhizarthrose. Donc, il faut dire rhizarthrose du pouce. Et encore, à la base du pouce, vous avez l'arthrose STT, scapho-trapézo-trapézoïdienne, qu'on verra tout à l'heure, et la trapézométacarpienne. Donc, quand on dit rhizarthrose, en fait, rhizarthrose du pouce, on pense à l'arthrose trapézométacarpienne. Et maintenant, je ne le dirai plus, c'est rentré dans vos cervelles, vous avez compris. L'arthrose IPD, interphalangienne distale, qui est très fréquente, et l'arthrose IPP, interphalangienne proximale, qu'on verra tout à l'heure. Donc, la définition de l'arthrose, c'est une définition avant tout radiologique. On a 4 signes de l'arthrose: une condensation périarticulaire, un pincement articulaire, des ostéophytes, des tentatives de reconstruction, et des géodes, au contraire, de destruction. Mais c'est avant tout une disparition progressive du cartilage et de l'os sous-chondral. Elle apparaît surtout si à la femme ménopausée. C'est la 3e localisation après le genou et la hanche, préférentiellement donc au niveau des IPD, interphalangiennes distales, donc celles qui sont au bout des doigts longs, 20% après 55 ans, et la rhizarthrose, elle, donc au niveau de la base du pouce, 8% après 55 ans. Il y a des formes cliniques qui sont asymptomatiques, il y en a quand même beaucoup, vous voyez, 20 à 40%, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont de découverte radiologique. Il n'y a pas vraiment de parallélisme entre l'aspect radiographique et la clinique. Il y a parfois des demandes esthétiques auxquelles il faut savoir résister, essentiellement liées à des déformations des doigts en clinodactylie. La douleur, c'est ça le signe principal qui demande effectivement de la part des patients une réaction. La raideur, c'est-à-dire une diminution de mobilité des doigts qui est souvent au second plan. Le traitement, il doit avant tout, bien sûr, être médical. Préventif, point d'interrogation, les chondroprotecteurs, l'économie articulaire, on le reverra un petit peu.
et c'est surtout le traitement chirurgical. Alors, les facteurs de risque sont l'âge. Bien sûr, on l'a dit, 5% sont atteints d'arthrose après 40 ans, 65% après 80 ans. Le sexe, 2 fois plus de femmes. Il existe des formes familiales, donc plus ou moins génétiques. Il y a des familles à arthrose, et en général, c'est ceux qui commencent plus tôt. La surcharge fonctionnelle, plus on va utiliser les mains, bien sûr, il y a des professions à risque, plus elles vont avoir un risque de dégénérescence. Et on voit que, à l'inverse, chez les paralysés, notamment les tétraplégiques, lorsque la tétraplégie est arrivée tôt, on l'espère d'ailleurs qu'elle n'arrive pas, eh bien on voit qu'ils n'en font pas d'arthrose parce qu'ils n'ont pas de surcharge fonctionnelle. Et puis les formes post-traumatiques après une entorse ou une fracture, là, sont plutôt à prédominance masculine, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est surtout l'arthrose dégénérative. Donc vous voyez bien la localisation STT et trapézométacarpienne sur cette diapositive. Donc la rhizarthrose trapézométacarpienne, décrite par Forestier qui a été champion olympique et rhumatologue, 90% chez des femmes, hein, la rhizarthrose, essentiellement bilatérale, atteint plus préférentiellement, mais pas que, le côté dominant. Et on parle d'arthrose péritrapézienne parce que souvent, comme vous le voyez sur la diapo, une atteinte trapézométacarpienne, mais aussi STT qui est juste au-dessus. L'arthrose péritrapézienne décrite par un Américain, Swansol, et en même temps par un chirurgien français. Donc l'anatomie est assez complexe de la trapézométacarpienne. Vous voyez en bas sur la petite zone, le cardan qui est un peu bleu. Vous voyez, c'est une double anatomie en selle qui n'est pas congruente. Et donc ça explique, étant donné que les surfaces sont asymétriques, elle survient plus préférentiellement au niveau de la trapézométacarpienne qui n'a que 2 degrés de liberté. À droite, pour que vous ayez bien en esprit l'anatomie, un petit rappel anatomique. En gris, vous voyez le radius et l'ulna, puis les os du carpe. Et donc le scaphoïde, le trapézoïde et le trapèze qui forment l'articulation STT, juste en dessous dans la trapézométacarpienne. En rose, vous avez les phalanges proximales. En jaune, ce sont les phalanges moyennes qu'il n'y a évidemment pas sur le pouce. Et en violet, les phalanges distales. Et donc au niveau du pouce, c'est plutôt la racine. Au niveau des doigts longs, c'est plutôt les IPD. Les facteurs de risque de la rhizarthrose elle-même, donc de la trapézométacarpienne, peuvent être, mais c'est rare, les dysplasies du trapèze. Je vous ai mis une radio de hanche parce que la dysplasie de hanche et la dysplasie du trapèze que vous voyez au-dessus, c'est à peu près la même chose. Le cotyle ou le trapèze ne sont pas assez couvrants, donc il y a une dislocation progressive. Des anomalies d'insertion du long abducteur du pouce qui a tendance à tirer en haut et en arrière le premier métacarpien. Biologique, hein, essentiellement hormonale, la ménopause et bien sûr l'absence de protection des oestrogènes qui disparaissent. Il y a des formes familiales, on l'a dit aussi, mais c'est surtout des formes de surmenage mécanique de la trapézométacarpienne et parfois post-traumatique, on l'a dit tout à l'heure. L'étiologie, donc, c'est essentiellement une arthrose primitive, dégénérative. Il y a des formes érosives, comme vous le voyez sur la diapositive, sur la radiographie. Hein, vous avez des érosions, des géodes intraosseuses dans certaines formes, qui sont en général comme la coxarthrose destructrice rapide, hein, si vous avez en tête cette pathologie, eh bien, peut aussi apparaître au niveau de la rhizarthrose. Et puis, je vous ai mis quelques cristaux là pour vous dire qu'attention, on peut avoir des pathologies microcristallines associées, notamment la chondrocalcinose qu'on voit très bien parce que les cristaux sont radio-opaques, rhumatisme à hydroxyapatite, hein, et puis aussi la goutte qui est, attention, je le répète, sous-diagnostiqué, il faut y penser parce qu'on risque d'avoir des crises après des opérations, une crise de chondrocalcinose, que ce soit au niveau du pouce ou au niveau des doigts. On va avoir une crise inflammatoire, c'est chaud, c'est douloureux, il y a de la fièvre et on croit qu'il va y avoir une infection. Et en réalité, il y a une crise soit de goutte, soit de chondrocalcinose et c'est important de prévenir les patients avant l'intervention qu'il est possible qu'ils fassent une crise de chondrocalcinose après l'intervention qui n'est pas en rapport avec une infection et on pourra la traiter par anti-inflammatoire. Bon, l'ostéochondromatose primitive est très rare et post-traumatique, ce n'est pas le sujet ce soir. Donc l'évolution naturelle, et ça c'est important à voir, c'est qu'au début, il y a progressivement une subluxation du trapèze, un raccourcissement de la colonne du pouce, mais extrêmement modéré, et surtout une fermeture de la première commissure, et c'est ça le problème principal. À la phase d'état, qu'est-ce qui se passe? On a progressivement une hyperextension compensatrice de la MCP et un flessum de l'interphalangienne du pouce. Et dans la forme évoluée que vous voyez ici sur le schéma, sur la radio, sur la photo, une déformation en col de cygne avec un pouce adductus complètement figé. Et d'ailleurs, il est tellement figé qu'au bout d'un moment, ça ne fait plus mal. Donc cliniquement, vous avez des douleurs soit spontanées,
donc quand on est dans une crise inflammatoire, parce que l'arthrose évolue aussi par crise inflammatoire, et c'est là qu'on va vous donner des anti-inflammatoires par voie orale qui vont calmer la crise, ou surtout mécanique, comme vous le voyez hein, sur la droite, avec donc la clé dans la serrure ou pour ouvrir une bouteille. Hein. Et puis donc une raideur avec une diminution de mobilité. Vous voyez la cotation de Kaplan-G là qui vous permet de voir la diminution de mobilité de la colonne du pouce. Évidemment, du fait de la douleur notamment, on peut avoir une diminution de la force. Et ça, c'est aussi un des symptômes importants dont se plaignent les patients. Alors, on peut avoir, et ça c'est très important parce qu'en chirurgie de la main, dans la main, on a souvent plusieurs pathologies associées. La principale, c'est le canal carpien, 140 000 opérés par an en France. Vous voyez en haut et à gauche le nerf médian qui passe sous le réticulum défléchisseur, la ténosynovite de De Kervin sur le dessin en bas à gauche, parce qu'elle est juste à côté hein, de la trapézométacarpienne, donc on peut confondre une arthrose STT avec la tendinite de De Kervin, qu'il va falloir rechercher cliniquement par notamment le test de Finkelstein. La tendinite du flexor carpi radialis que vous voyez en haut et à droite, vous voyez que ce qu'on appelait avant le grand palmaire, le flexor carpi radialis, il va s'insérer, se terminer sur la base du premier métacarpien en avant et il vient traverser en pont la articulation STT. Donc on peut avoir une tendinite de flexor carpi radialis en même temps dans l'articulation, dans l'arthrose STT ou dans la rhizarthrose. Bon, l'arthrose pisi-inciformienne qu'on voit dans la radio à droite est quand même relativement rare, mais c'est surtout l'arthrose des autres doigts qui évidemment peut y être associée. Donc on fait un bilan radiographique et c'est essentiellement radiographique. Il faut faire une radiographie comme celle que vous voyez en dos et à droite, où on voit à la fois les deux mains, les deux poignets, tous les doigts, qui un cliché de débrouillage sur la même cassette qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'atteinte radiographique donc de ces mains. Et puis en bas et à gauche, on va faire une radiographie de la main de face avec une ouverture maximale de la poignard commissure, une fermeture maximale en opposition qui va nous permettre donc de vérifier s'il y a l'importance de la subluxation. Et puis en bas et à droite, des radiographies qui vont nous montrer la trapézométacarpienne de face, de profil, pour voir l'importance de la subluxation que l'on va ensuite classer. Alors il ne s'agit pas de dire il y a une petite, il y a une moyenne, il y a une grande. Non, non, non. Il y a une rhizarthrose qui doit être diagnostiquée, évaluée par la classification de Dell. Alors vous voyez en bas et à gauche les stades radiologiques qui sont bien visualisés. Dans le stade 1, en fait, on ne voit rien, hein, puisqu'il y a petite sclérose sous-chondrale, il n'y a pas de subluxation, il n'y a pas d'ostéophyte. Donc c'est un diagnostic presque clinique que l'on peut, si on a un doute, mettre en évidence par une scintigraphie, comme vous voyez ici, voire une IRM. Et là, vous dites, ah oui, il y a quand même un début de rhizarthrose, alors que vous ne voyez rien du tout à la radiographie. Stade 2, vous avez une subluxation d'inférieur au tiers de la surface de la base du premier métacarpien, une diminution de la hauteur de l'interline et quelques petits ostéophytes. Au stade 3, la subluxation est supérieure à un tiers de la surface. Évidemment, une diminution de l'interline, les ostéophytes plus importants. Et surtout, au stade 4, vous avez apparaître des géodes, il y a une disparition totale de l'interline. Et à droite, là, vous voyez la déformation ultime. Donc, en pratique, il va falloir rechercher 3 signes qui sont très importants pour savoir si on va pouvoir, parce que mettre une prothèse, parce que souvent, on peut être amené à mettre une prothèse trapézométacarpienne. Il faut savoir si la rhizarthrose, elle est centrée ou pas, quelle est la hauteur du trapèze, est-ce qu'il est suffisamment grand pour recevoir la prothèse, et est-ce qu'il existe une arthrose STT sous-jacente, parce que si on met une prothèse dans la trapézométacarpienne, mais qu'on ne s'intéresse pas à la STT, évidemment, le résultat ne sera pas bon. Donc, pour mettre une prothèse, il vaut mieux que la rhizarthrose soit centrée, que la hauteur du trapèze soit bonne, supérieure à 7 mm en général, et qu'il n'y ait pas d'arthrose ou peu de la STT. Donc le traitement, bien sûr, doit être avant tout médical. C'est un traitement médical bien conduit d'au moins 6 mois. Donc, on donne des antalgiques, des anti-inflammatoires péros en cas de crise uniquement pendant quelques jours, des orthèses de repos qui sont très efficaces sur la douleur. Vous avez une longue orthèse que vous voyez ici en rouge qu'on doit porter la nuit, qui va reposer l'articulation, et des orthèses plus courtes, si possible souples, dans la journée pour les activités manuelles, parce qu'on ne va pas porter une grosse orthèse comme celle que vous voyez en rouge, parce que sinon vous n'arriverez pas à faire vos activités, bien entendu. L'ergothérapie, c'est-à-dire l'économie articulaire, qu'on va apprendre aux patients à comment ouvrir une bouteille, non pas avec le pouce, un bouchon de bouteille, mais avec les doigts longs ou avec une pince, enfin un tas de petits trucs comme ça qui permettent d'économiser l'articulation. La physiothérapie, l'électrothérapie, les ultrasons, les bouts, tout ça, ça fait diminuer
l'inflammation, éventuellement des infiltrations. On essaie de pas trop les rapprocher parce qu'elles peuvent entraîner, surtout à cet endroit-là, une dépigmentation qui n'est pas très jolie, surtout chez les patients de peau noire, et puis une fonte de la graisse qui peut aussi avoir un aspect dysesthétique. Et si le traitement médical n'a pas fonctionné, on fait un traitement chirurgical. Je passe très vite sur le traitement conservateur, c'est-à-dire qu'on conserve l'anatomie. En fait, il n'est presque pas indiqué, sauf quand on a une dysplasie du trapèze. On va essayer de faire une ostotomie du trapèze pour recouvrir la tête du métacarpien. Certains proposent des dénervations. Bon, il faut y croire, mais disons que ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. En revanche, dans diapositive suivante, ce qui va nous intéresser, c'est le traitement radical. Il y a 3 types de traitements radicaux. Premièrement, l'arthrodèse trapézométacarpienne, que vous voyez sur la radiographie à droite. Les indications sont très limitées, on en fait très peu en Europe. Les Américains ont tendance à en faire pas mal parce qu'ils n'aiment pas les prothèses. Parce que pourquoi? Ça vient de France, donc ce qui vient de France ne leur plaît pas. On les limite sur des patients jeunes qui sont travailleurs de force. L'inconvénient, c'est que ça nécessite une immobilisation assez longue et puis qu'évidemment, ça entraîne un certain degré de raideur, puisque quand même la trapézométacarpienne, c'est celle qui fait, vous voyez, cette mobilité de la colonne du pouce. Et puis surtout, ça ne prend pas toujours et on peut avoir une pseudarthrodèse. Et puis ça va entraîner surtout une surcharge biomécanique sur la STT et entraîner à long terme une arthrose secondaire. Donc ce n'est pas une très bonne opération. La deuxième opération radicale qui est la plus utilisée sur la planète, c'est la trapézectomie. Donc elle peut être faite seule, comme vous voyez sur le schéma en haut à droite avec la flèche rouge, ou associée à une ligamentoplastie avec les jaunes, ou une interposition. Ça ne change pas grand-chose, ça dépend des chirurgiens, on ne va pas se prononcer, on est dans un climat ici où on va faire quelque chose de très généraliste. Vous voyez une radiographie où il manque le trapèze. Ici, on l'a fait plutôt chez des patients, on va dire jeunes, comme protection manuelle, où la hauteur du trapèze est trop faible pour avoir une prothèse, où il y a une arthrose en plus STT au-dessus, où le pouce adductus est fixé, où la luxation trapézométacarpienne est irréductible. L'inconvénient, c'est que l'immobilisation est plus longue que dans les prothèses, que ça nécessite une rééducation plutôt prolongée, que ça raccourcit un peu la longueur du pouce, mais ça, en général, les patients ne se rendent pas compte, que ça fait une perte de force, en fait, relative. Il a quand même plus de force qu'avant l'opération parce qu'ils avaient mal, mais ils n'ont pas une force qu'ils auraient pu avoir avec une prothèse, et le résultat, en général, est beaucoup plus tardif. Dans les chirurgies radicales, il y a les prothèses. Alors, on va les éliminer tout de suite, les interpositions avec du dacron, du silastique, parce que vous voyez sur la radio en haut et à gauche, ça fait une lise osseuse, donc le dacron interdit, le silastique interdit au niveau de la trapézométacarpienne, alors qu'on les utilise, vous le verrez tout à l'heure, au niveau des interphalangiales proximales, et ça ne fait pas de lise osseuse. Allez savoir pourquoi. Donc en tout cas, c'est interdit dans la rhizarthrose. Le traitement qu'on peut aussi utiliser assez souvent en Europe, c'est la prothèse. Alors en fait, on dit la prothèse, mais il y a plusieurs types de prothèses. À droite, vous voyez 3 prothèses, vous avez une interposition avec une petite boule là, qui est en fait une interposition en pyrocarbone. Vous voyez en bas et à gauche, à droite, pardon, une espèce de petite lame qui est en fait une interposition aussi de pyrocarbone. En haut à droite, vous voyez une prothèse trapézométacarpienne qui ressemble à une prothèse de hanche, hein, c'est une mini prothèse de hanche, mais il peut y avoir des complications, des luxations principalement, comme vous voyez sur la radiographie à gauche. Et c'est ça le problème principal des prothèses, c'est qu'elles peuvent se déceler et qu'on peut avoir des luxations d'implants et on est obligé de réopérer les patients et c'est quand même un petit peu gênant, ce qui n'est pas le cas de la trapézectomie dont on a dit que les suites sont plus longues. Les avantages, bon, j'ai mis chirurgie ambulatoire, mais c'est pour toute la chirurgie de la main en fait, hein. L'avantage de la prothèse, c'est qu'il n'y a pas besoin d'immobilisation, que l'auto-rééducation est rapide. Il faut éviter la rééducation parce qu'il ne faudrait pas que le kiné force trop, avec un risque de décèlement, bien sûr. On reprend les activités au bout de 15 jours, hein, c'est très rapide. Et donc, c'est réservé, comme on l'a dit tout à l'heure, aux indications radiologiques, la hauteur du trapèze, pas d'arthrose STT, et puis des gestes fins, pas de, si possible, après 50 ans. Diapositive. Donc, en fait, pour résumer, diapositive suivante, pour résumer les indications, la trapézectomie est l'opération la plus souvent réalisée. L'arthrodèse est à réserver chez les travailleurs jeunes, les hommes jeunes, travailleurs de force. Mais bon, il faut qu'il y ait une arthrose trapézométacarpienne isolée. La trapézectomie chez la femme plutôt jeune, avec une arthrose TM et STT associée, une hauteur de trapèze
qui est inférieur, et les prothèses chez les femmes plus âgées avec un bon trapèze, pas d'arthrose STT et un pouce adductus réductible. Ça, ce sont les grandes lignes, mais bien entendu, c'est variable selon les patients et les indications. On va passer maintenant à l'arthrose STT. Attention, il n'y a pas de parallélisme radioclinique. Vous pouvez avoir une très importante arthrose STT, comme vous le voyez ici avec la grande flèche rouge qui nous montre la zone STT. La petite flèche jaune, c'est l'arthrose trapézométacarpienne. Elles peuvent être asymptomatiques, donc on peut la découvrir par hasard. C'est pas parce qu'on a une arthrose qu'il faut faire quelque chose. Si le patient ne se plaint de rien, bah, tant mieux. Elles peuvent être isolées ou associées donc à la rhizarthrose trapézométacarpienne qu'on peut bien la voir. La chondrocalcinose, on le voit bien avec les deux petites flèches rouges, on voit les images opaques. Et là, j'ai dit tout à l'heure, attention, il faut prévenir les patients en post-opératoire d'une éventuelle crise inflammatoire post-opératoire qui peut mimer une crise, une infection alors qu'il n'y en a pas. La tendinite, on en a parlé tout à l'heure du flexeur carpi radialis, ou un kyste synovial. Vous voyez le kyste synovial sur la photo tout à fait à droite, et c'est important. Avant 30 ans, le kyste synovial, il est essentiel, il n'y a pas d'arthrose avec. Si vous voyez quelqu'un de plus de 50 ans avec un kyste synovial, dans la plupart des cas, c'est qu'il y a une arthrose en dessous. Donc le patient, il consulte pour le kyste, il lui dit, ah, regardez, j'ai un kyste, vous avez mal? Non, j'ai pas mal, alors on ne touche pas, on ne fait rien. Parce que la cause du kyste, c'est l'arthrose. Si le patient ne se plaint pas de douleur, et si on opère le kyste, puisque la cause, c'est l'arthrose, eh bien, on risque d'avoir une récidive. Et donc, c'est un peu dommage de l'opérer pour rien. On vous dit, bon, bah, vous avez un kyste, c'est pas très grave. Donc, la clinique, bah, c'est des douleurs. Hein. C'est exactement la même symptomatologie que pour l'arthrose, la rhizarthrose, en fait, une diminution de force, une douleur mécanique, une douleur à la pression, cette fois-ci plutôt de la tabatière anatomique, alors que dans la trapézométacarpienne CM, c'est un petit peu plus haut. C'est plutôt dans le poignet, donc parfois on a une petite diminution de mobilité du poignet, une atrophie des Stenar, comme vous voyez sur la photographie ici, mais qui peut avoir lieu dans le canal carpien, dans la rhizarthrose également. La tendinite de FCR, on en a parlé. Donc, même chose, on fait les radiographies, je vous l'ai mis en petit ici, les clichés de débrouillage, poignet, main, droite, gauche, sur la même cassette, pour avoir une vision globale. Vous avez les 4 signes habituels de l'arthrose, hein, le passement, la condensation, les ostéophytes, les géodes. Vous pouvez avoir aussi une subluxation dorsale du scaphoïde avec un écart entre le scaphoïde et l'unétum qui peut faire penser à une lésion scapholunaire, c'est-à-dire une entorse grave, mais à 70 ans, en fait, c'est lié à l'arthrose. Et c'est pas la peine de faire un arthroscanner pour rien. En fait, c'est lié à ce qu'on appelle le SCAC-WIST, c'est-à-dire l'arthrose liée à la STT, qui entraîne une diminution de la hauteur du quart. Donc, le traitement médical, en première intention, bien entendu, et le traitement chirurgical en cas d'échec. Alors là, l'arthrodèse, vous voyez ici, il y a une grande vis. On a essayé de faire une arthrodèse, là. Mais bon, c'est une diapo que j'ai fait sur Internet parce que moi, j'en fais jamais parce que c'est pas bon du tout de faire les arthrodèses STT. Ça entraîne en fait une raideur du poignet et ça favorise l'arthrose radiocarpienne, comme on a vu tout à l'heure. Et puis en plus, on a un risque de pseudarthrodèse, c'est-à-dire que ça ne prenne pas. Alors les prothèses, alors vous voyez un exemple sur la radiographie du milieu, une petite prothèse en pyrocarbone qui peut être indiquée, une résection du pôle distal du trapèze, comme vous voyez sous arthroscopie sur la diapositive en dessous, ou même la trapézectomie, surtout lorsqu'il y a une arthrose trapézométacarpienne en même temps. Finalement, elle va résoudre tous les problèmes, la trapézectomie. Et maintenant, après avoir vu l'arthrose, la rhizarthrose, l'arthrose STT, on va voir l'arthrose des IPD, qui est assez souvent déformante, comme vous voyez ici, avec des gros ostéophytes, et puis des clinodactylies, comme vous voyez sur la radiographie en bas, avec qui est associée souvent à les arthroses IPP. Alors, il y a les dolosités d'Eberden, hein, qui sont ces anomalies, ces bosses, hein, que vous voyez, c'est très très fréquent. Elles sont déformantes, elles sont souvent familiales, ça touche plus souvent les femmes, et ça commence, comme vous voyez sur la photo, par les deuxièmes et les troisièmes doigts d'abord. Et donc, il y a les déformations des doigts, et puis vous avez aussi les fameux kystes mucoïdes. Alors, vous en voyez en haut, il y en a un qui a un beau kyste mucoïde, il n'y a pas de déformation de l'ongle, et en bas, vous en voyez un qui en plus est perforé, hein, il y a une fistulisation avec cette espèce de gel transparent, et cette déformation aiguale parce que le kyste va appuyer sur la matrice de l'ongle, et vous voyez la radiographie à côté. Alors, si le patient n'ont pas mal, et qui ont simplement un kyste synovial, il faut opérer les kystes, et je vais vous montrer comment après. S'ils ont mal, eh bien, il faut, on va le voir après, diapositive, faire une arthrodèse. Alors, donc, on a dit aussi, vous voyez ici, la clinodactylie. Alors, parfois dans un sens, vous voyez de l'index en inclinaison ulnaire,
Le médius, vous voyez que c'est plutôt un inclinaison radiale dans ce cas-là, mais c'est extrêmement variable. Et donc, en plus, vous pouvez avoir des limitations de mobilité qui sont liées au fait que le tendon extenseur, sa course, elle est gênée par les ostéophytes qui sont souvent volumineux avec parfois un petit aspect inflammatoire. Attention à la goutte qui ait pu y être associée. Donc, les patients qui viennent pour un motif esthétique en disant regardez, c'est moche. Bon, bah ouais, mais moi je veux bien vous opérer, mais on va être obligé de bloquer les articulations. Donc, c'est quand même aussi moche d'avoir les doigts un petit peu raides. Si vous n'avez pas mal, moi je ne vous opère pas. Les patients se plaignent surtout de douleur et de diminution de force liée en général à la douleur. Et c'est en fait dans l'arthrose IPD la principale indication, c'est bien entendu la douleur. Donc, il peut y avoir des associations. Attention. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des associations sur les dessins qui sont en haut et à droite. Il y a les nodosités des Berden qui sont au niveau des IPD et les nodules de Bouchard qui sont au niveau des IPP, mais c'est exactement la même chose en fait. Attention, vous pouvez avoir des associations d'infections rhumatismales. En bas et à droite, je vous ai montré divers aspects de la goutte. Alors à gauche, sur la photo de gauche, c'est évident puisqu'on voit bien les tophies. Mais à droite, vous pouvez très bien dire, ah voilà, c'est une réaction inflammatoire liée à une arthrose IPD qui est IPP qui est en pleine crise. Ben non, en fait, là, c'est une crise de goutte et c'est très, très important de ne pas l'oublier parce que elle peut y être fréquemment associée et on peut avoir des déconvenues si on n'y prend pas attention. Donc le traitement, là encore, il doit être essentiellement un traitement médical bien conduit. La même chose pendant plus de 6 mois, les antalgiques, les anti-inflammatoires en cas de crise. Les infiltrations, on n'aime pas trop au niveau des IPD. Au niveau de la trapézomyocardien, la STT, oui, mais les IPD, on n'aime pas trop. Les orthèses, comme vous en voyez un exemple ici, elles ont un très beau rôle antalgique en essayant de corriger un petit peu la déformation. Ça ne va pas empêcher la déformation, mais comme ça libère un petit peu, ça modifie la déformation, ben souvent ça diminue un petit peu les douleurs. Attention, je vous mets en garde, n'essayez pas d'enlever les kystes, d'aller trifouiller avec une aiguille les kystes. Vous risquez de provoquer une infection avec une arthrite et ça peut aboutir à une catastrophe. Un kyste mucoïde lié à une arthrose doit être envoyé au chirurgien. Il ne faut pas trifouiller parce que sinon vous risquez d'être mis en cause s'il y a une complication. Donc les techniques chirurgicales sont essentiellement finalement l'arthrodèse. Alors je vais passer sur les détails techniques. On peut utiliser en général des voies d'abord dorsales. On peut utiliser toutes sortes de matériel, des vis, des agrafes, des broches. Attention, le risque lorsqu'on ouvre, c'est d'avoir des pseudarthrodèses, c'est-à-dire que ça ne prend pas. Et c'est la raison pour laquelle on a une technique qui est entièrement en percutanée, c'est-à-dire qu'on va mettre une vis en percutanée, vous voyez. Alors vous allez me dire, oui, mais comment ça se fait que vous n'allez pas ouvrir pour enlever le cartilage? Ah oui, mais si on opère, c'est qu'il n'y a plus de cartilage. Donc, on peut très bien le faire en percutané et vous voyez qu'on obtient des très très bons résultats. Bon, mais on peut enlever aussi les ostéophytes tant qu'on y est, c'est très bien sur le plan esthétique. Et je serai dans les temps. Alors, dans quelle position on va faire cette arthrodèse? Classiquement, on dit plus on va vers le petit doigt, vers l'auriculaire, plus on va la mettre en flexion. C'est pas beau parce que vous risquez d'avoir les doigts qui sont des doigts un peu de sorcière en extension, c'est pas joli du tout. Il vaut mieux faire des arthrodèses en général en rectitude ou en très légère flexion, ce qui nous permet quand même en extension d'avoir une main d'aspect normal. Alors c'est sûr en flexion, le doigt sera un petit peu en extension comme ça, mais c'est quand même beaucoup plus joli de le faire en rectitude et en plus chirurgicalement c'est beaucoup plus facile. Et donc globalement, attention, les risques sont de pseudarthrodèse comme on a dit et les risques d'infection. Vous voyez les catastrophes que ça peut donner. Et les kystes mucoïdes, alors voilà comment on fait. On va donc enlever toute la peau qui est en regard et faire un petit lambeau qui en plus a l'avantage de faire disparaître les plis cutanés. On dit aux patients, oh regardez, je vous ai fait un lifting du doigt. Ah super, on ne voit plus les plis cutanés. C'est très joli. Ou des prothèses au niveau des IPP, qui sont une forme relativement rare. Là, on peut mettre, comme vous voyez ici, plutôt des prothèses parce qu'il faut garder quand même un minimum de mobilité. C'est très efficace les prothèses IPP sur la douleur. Mais attention, il ne faut pas dire aux patients qu'ils vont récupérer une mobilité. En général, ils ont la mobilité qu'ils avaient avant. Alors, il y a toutes sortes de prothèses. Vous voyez sur la radio du milieu, il y a une prothèse qu'on voit qui est en pyrocarbone. On a essayé, ça ne marche pas. Rien de tel que les prothèses en silicone, qui est celle que vous voyez sur la photo en même temps, qui sont finalement relativement bonnes parce qu'en cas d'échec, on est obligé de faire des arthrodèses.
comme vous le voyez sur la radiographie de droite, diapositive, et j'en ai terminé. Merci professeur, écoutez, c'était passionnant, c'était vraiment, j'avais les doigts qui se crispaient un peu, mais c'était… Alors, j'ai un certain nombre de questions qui apparaissent, certaines sur les diagnostics différentiels, d'autres sur les dernières recommandations officielles, sur comment le généraliste peut accompagner son patient, mais vous y avez en partie répondu. Les origines professionnelles, et moi ça me fait penser un jour dans la même journée où j'ai vu une ancienne pianiste et un travailleur sur marteau-piqueur qui sont arrivés avec des mains dans un état monstrueux, et je me disais que c'était deux professions à risque qui les avaient amenés là. Les intérêts des cures thermales, parce qu'effectivement en tant que médecin traitant, on est très souvent sollicité par des patients pour la crénothérapie, les cures thermales. Une autre question sur le titane. Vous avez parlé d'un certain nombre de matériaux. Le titane a l'air d'être un matériel adoré par les chirurgiens. Vous n'avez pas mentionné le titane parce que ça ne se fait pas ou parce que c'est pas encore utilisé. Et enfin, un dernier point, moi, qui m'a étonné, c'est on a tendance à se jeter sur les IRM et vous êtes radio. Alors absolument. Alors je vais commencer par ça. Je vais commencer par répondre à cette question à propos des examens complémentaires. Écoutez, en matière d'arthrose, c'est la radio. Parce que d'abord, c'est une définition radiologique. Hein, et puis avec la radiographie, on a pratiquement la réponse à tout. En matière d'arthrose au niveau des mains, on n'a pas besoin d'examen complémentaire supplémentaire. Alors on peut, si on a des doutes, effectivement, surtout au début de l'arthrose, comme je vous l'ai dit, la scintigraphie, elle marche, elle est très très bien, la scintigraphie, parce qu'en plus, elle a une vision globale. Quand on a un doute sur une arthrose très débutante, l'IRM, parce qu'elle peut voir effectivement un œdème périarticulaire, mais franchement, moi, je n'ai pas besoin d'autres examens complémentaires pour l'arthrose. Bien sûr, l'échographie peut être utile, mais si on a une pathologie associée, hein, si on a une tendinite associée, là, l'échographie, elle est utile. Mais moi, quand un médecin traitant m'adresse à un patient pour arthrose et que j'ai en main la radiographie qu'il a prescrite, je suis heureux comme un pape. Mais si le patient vient avec une IRM, là, je ne suis pas content. Et le patient non plus, parce qu'il faut refaire des radiographies et on perd un petit peu de temps. Donc voilà la réponse à cette question-là. En matière d'arthrose, il n'y a rien de tel que la radiographie. Alors le titane, en fait, en une demi-heure, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que je pourrais vous en parler pendant 5 heures de l'arthrose des mains. Hein. Le titane, en fait, oublions-le, au niveau de la main, en tout cas au niveau du pouce, il n'y a pratiquement pas, ou alors c'est vraiment exceptionnel d'utiliser les prothèses des gens qui essaient de les développer. Au niveau des interphalangiennes proximales, on commence à essayer à l'utiliser. À ce moment-là, on met le titane, mais franchement, pour l'instant, aucune prothèse autre que la prothèse en silicone n'a fait la preuve de son efficacité. Donc, il y a des essais qui sont réalisés. On progresse un peu, mais vous savez, il y a des modes. Et il y a une dizaine d'années, la mode, c'était le pyrocarbone. On en mettait partout au niveau des IPP. Et ça ne marche pas, parce qu'elles bougent, elles ne sont pas fixées. Et donc, elles bougent au bout d'un moment. Et le titane, c'est l'inverse. Il est complètement fixé. Il vient s'ostéo-intégrer. Alors, si vous avez une complication avec une prothèse en titane, je ne vous raconte pas l'enfer que c'est pour enlever la prothèse. Alors, en ce qui concerne les cures thermales, oui, bien sûr, j'en ai pas parlé, mais oui, c'est absolument efficace, à condition que ce soit des cures thermales qui soient dirigées sur l'arthrose. J'en ai pas parlé, mais j'ai parlé aussi quand même de l'ultrason, d'électrothérapie, des boues, tout ce qui peut qui peut diminuer l'œdème, qui peut diminuer l'inflammation. Ça peut avoir une efficacité transitoire, bien évidemment. Ça ne va pas faire revenir en arrière, repousser le cartilage. Revenez dans 50 ans, ou peut-être avant, j'en sais rien, on aura peut-être trouvé une solution. Mais oui, bien sûr, les cures thermales, ça peut avoir une certaine efficacité sur la douleur, sur l'inflammation notamment. J'avais une patiente russe, une ancienne russe de l'ancienne époque, qui ne jurait que par le radium, qui me disait qu'autrefois en Union soviétique, il traitait avec des mines de radium les patients qui avaient ce genre de situation. Ouais, bah alors là, je pense que c'est un traitement à la soviétique, on va dire. Hein. Non, mais j'ai de très bons collègues russes avec lesquels je suis toujours en relation et qui, je peux vous rassurer, n'utilisent pas de radium du tout. Hein. Non, c'est bien entendu strictement interdit, et illégal et très dangereux, en tout cas dans cette indication. Elle était très déçue que ça ne se fasse pas en France.
Ouais, bah alors je pense que la pauvre, je ne sais pas où elle a lu ça, mais Marie Curie, elle en est morte, hein, Oui. et la femme de Röntgen également, hein, parce que c'est la première radiographie qui a été faite sur des mains d'ailleurs. Et à l'époque, ils n'hésitaient pas. Alors, je suis pas en train de dire que la radiothérapie, c'est pas bien. Il y a des indications quand même dans certaines pathologies, et notamment au niveau du cancer, mais au niveau de l'arthrose, surtout pas, hein. Alors, dans les traitements de fond, hein, j'ai pas parlé des traitements de fond comme par exemple euh, le méthotrexate, hein, qui est utilisé, proposé à très petite dose par les rhumatologues, hein, bien sûr, qui semble à très petite dose avoir une certaine efficacité sur le ralentissement. Le chondrosulf aussi, sur le ralentissement de l'évolution de la maladie. Le chondrosulf, alors on ne sait pas si ça marche, si ça ne marche pas. En tout cas, il n'y a pas d'effet secondaire, donc ça ne mange pas de pain, hein. Voilà. Vous avez posé aussi une question sur les professions. Alors évidemment, il y a des professions qui sont plus impactées que d'autres, mais en réalité, vous savez, c'est une maladie générative. On a vu les statistiques, hein, après 55 ans, il y a quand même entre plus de 20 à 40% des gens qui en sont atteints, donc c'est dégénératif, hein. D'abord et avant tout, les professions peuvent aggraver l'arthrose, mais si vous avez, de toute façon, vous n'allez pas avoir une arthrose à 20 ans, même si vous faites du marteau-piqueur, hein. Donc ça apparaît, on voit des formes précoces. Alors dans la rhizarthrose, c'est chez les patients qui ont une dysplasie du trapèze, une anomalie du trapèze, comme dans la hanche, hein, dans les dysplasies de hanche. Sinon, c'est quand même très très rare avant 50 ans. On en voit à 40 ans, hein, on en voit quand même, mais en général, c'est familial. Et les professions à risque, évidemment. Le vrai problème, c'est pas. Le vrai problème, il est plutôt, dans ce cas-là, il est plutôt, on va dire, socio-professionnel. C'est-à-dire qu'on a une arthrose, on a encore 10 ans avant la retraite. Est-ce qu'on va pouvoir, malgré l'arthrose et les douleurs, même si on fait des traitements chirurgicaux, est-ce qu'on va pouvoir continuer à exercer sa profession? C'est plutôt dans ce sens-là qu'il va falloir se le dire. Ouais. Parce que finalement, on ne va pas interdire à un pianiste de jouer ou un travailleur manuel d'arrêter sa profession parce qu'il ne faudra quand même pas qu'il se retrouve dans une situation sociale difficile, quoi. Voilà. Mais Il y a- l'hyper, j'imagine deux sœurs jumelles, l'une a fait du piano en concert, l'autre n'en a pas fait. Est-ce que l'hyper utilisation de ses mains de la pianiste va au contraire la protéger par cette hypermobilité ou au contraire l'exposer à avoir cette dégénérescence? Alors, à partir du moment où l'arthrose a débuté, c'est comme une machine dans laquelle il y a un grain de sable dans l'engrenage. À partir du moment où l'arthrose a débuté, plus vous allez utiliser votre machine, plus elle va s'user. Avant que ça n'apparaisse, eh bien évidemment, plus vous allez utiliser vos mains, eh bien, plus vous allez avoir une certaine souplesse. Et effectivement, par exemple, quand on a des lombalgies, hein, aujourd'hui on dit bah non, il ne faut pas rester dans un lit, il faut bouger au contraire, hein. Donc c'est sûr que moi, quand j'ai des patients qui ont une arthrose importante, mais qui arrivent encore à bouger, qui ne sont pas trop douloureux, bah, je leur dis au contraire, continuez à bouger, mais n'allez pas prendre un marteau-piqueur ou aller tailler du bois avec une hache, parce que là, vous allez effectivement aggraver la situation. Il y a aussi une activité manuelle qui est surtout chez les femmes qui font de la couture, hein. La couture, contrairement au tricot, vous voyez, le tricot, il y a une différence entre le tricot et la couture. Le tricot, vous allez utiliser les aiguilles à tricoter, et là, vous les prenez en main, globalement en main. Donc finalement, vous n'aggravez pas l'arthrose. Alors que dans la couture, où vous avez utilisé votre pince de manière extrêmement à la fois précise et à la fois avec beaucoup de force, là, vous allez solliciter la trapéziométacarpienne de manière assez importante. Donc l'arthrose du chirurgien a été décrite? Oui, bah, on a tous de l'arthrose, hein. Moi, j'ai une arthrose, j'ai une rhizarthrose aussi. De temps en temps, j'ai une crise. Bon, bah, je fais gaffe, hein. Maintenant, je fais attention au quotidien. C'est-à-dire que quand j'ouvre ma bouteille, là, je fais pas ça. Je le prends avec les doigts longs. Et puis, vous voyez que j'arrive quand même à ouvrir ma bouteille. Voilà. Donc, je fais attention. Par exemple, quand je me brosse les dents, hein. Alors, je suis plutôt gaucher, donc je prends la main gauche. Alors avant, je vais me mettre comme ça, que vous voyez bien. Je prenais ma brosse à dents comme ça. Maintenant, je la prends comme ça. C'est donc mes doigts longs qui le font. D'accord. Alors pour arriver ensuite de l'autre côté, là je suis un peu gêné, alors je prends ma main droite. Même chose. J'utilise pas la trapézométacarpienne. Donc en fait, il faut arriver à changer ses habitudes. C'est l'ergothérapie. Ah oui, et c'est pas forcément évident. Alors en revanche, quand je suis en train d'opérer, bah là, j'ai pas le choix. Tant pis, quand je vais justement opérer une rhizarthrose, que je vais faire une trapézectomie, quand il va falloir que j'arrache le trapèze, là, je sais que je vais avoir mal pendant 2 jours.
mais bon, après, je fais attention et puis ça ira mieux. Et puis voilà, la crise se passe. Donc, c'est très important l'ergothérapie, surtout l'économie articulaire. C'est clair. Donc, le médecin traitant, le médecin généraliste peut avoir un rôle important dans le diagnostic et l'orientation vers le chirurgien et après dans les conseils d'ergothérapie pour ses patients, pour les aider à s'économiser. Oui, et alors justement, ça faisait partie de la question, une des questions auxquelles je n'ai pas répondu. Il a un rôle aussi très important dans les pathologies associées. Parce que très souvent, les patients, au niveau de la main, ils ont plusieurs problèmes. Hein. À partir de 60 ans, il y a toujours un petit dupuytren qui traîne, hein, même s'il n'y a pas de défaut d'extension. Le canal carpien, qui est quand même extrêmement fréquent. Donc, il faut penser à demander aux patients si en même temps, il n'y a pas des paresthésies, faire un électromyogramme. Parce que si on est amené à opérer l'arthrose, et qu'en plus il y a un canal carpien, bon, on va en profiter pour opérer le canal carpien. Ce n'est pas la peine d'opérer le patient X fois. Et aussi, j'insiste beaucoup sur les pathologies microcristallines, notamment la goutte, qui passe inaperçue très souvent et les patients n'en ont même pas conscience. Et alors là, là encore, c'est très important. Ben là, c'est au chirurgien de le dire, hein, quand, du risque d'une crise inflammatoire post-opératoire déclenchée par l'intervention, qui est un élément déclencheur et qui peut mimer parfaitement une infection. Donc attention, mes collègues médecins généralistes, pensez à vérifier qu'il n'y ait pas de pathologie microcristalline associée. Eh bien, écoutez, mille merci, professeur Liverneau, pour ce webinaire qui était extrêmement intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à toute l'équipe de deuxièmeavis.fr pour l'organisation. Le replay sera disponible à la fin de cet événement. N'hésitez pas à le partager et à nous faire remonter vos informations pour nous aider en permanence à nous améliorer.